Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et le podcast d'aujourd'hui va porter sur ce qu'on peut appeler la civilisation globale et son lien avec une humanité parallèle de petite taille qui s'appelle le petit peuple, qui est appelé par beaucoup le petit peuple, c'est appelé par certains les fées et les elfes. Donc c'est vraiment un thème passionnant. On parlera aussi de cette notion de cagot. Et avant de commencer, je voulais vous rappeler que le vendredi 27 février 2026, de 18h30 à 23h30, j'organise un cours en ligne et en direct sur le projet Montauk. Le projet Montauk, c'est un projet qui est un projet parmi d'autres de voyage dans le temps, de voyage dans les dimensions, de programmation mentale, d'utilisation de pouvoirs psychiques littéralement à des fins militaires. C'est aussi connecté à la reprogrammation de la réalité et à la connexion de Tulpa. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, le projet Montauk ne s'est pas arrêté en 1983. C'est un projet qui est atemporel, qui est en dehors du temps, qui continue et qui n'est qu'un maillon parmi d'autres projets de ce même type qui sont connectés à d'autres dimensions, à la société parallèle et à des mondes au-delà du pôle. Donc, ça va être vraiment un cours en ligne hyper intéressant sur un sujet inédit et beaucoup plus vaste que l'on peut imaginer. Donc ça, c'est le vendredi 27 février 2026 de 18h30 à 23h30. Je mettrai le lien juste en dessous de ce podcast. Le, le vendredi, donc 6 mars 2026, de 18h30 à 23h30, on organise un cours en ligne et en direct sur les interférences et la possession. Là aussi, c'est un cours extrêmement important et je mettrai le lien juste en dessous. Et le samedi 7 mars 2026 de 12h à 18h, on organise une conférence en présentiel à Paris sur les âmes organiques, les âmes synthétiques et sur cette notion de remplacement de l'humain et de l'âme humaine. Donc là aussi, c'est une thématique inédite. Donc venez nombreux à cette conférence en présentiel qui aura lieu au Café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc, Paris 14e arrondissement, métro Mouton du Vernet, de 12h à 18h le samedi 7 mars 2026. Donc je mettrai ces trois liens juste en dessous de ce podcast et venez nombreux. Donc ce que l'on peut dire, c'est que il y avait une civilisation globale. J'ai d'ailleurs fait une série de 3 cours sur cette thématique que certains appellent Tartaria, qui a duré plusieurs millénaires et qui était présente aux 4 coins du monde. Donc, on ne peut même pas parler à proprement parler de Tartaria, puisque cette civilisation parallèle était cette société globale. Euh, Elle était vraiment globale. Et en fait, pour cacher cette société globale, l'histoire a été modifiée, mais la timeline a aussi été interférée. Et les modifications de l'histoire ont été découvertes par des Français, notamment François de Sade, mais aussi un Russe, Anatoly Fomenko, et d'autres. Et donc le terme Tartaria a été créé par Anatoly Fomenko, donc parce qu'il est russe. Et la Tartaria est une région de Russie.
Mais cette civilisation globale, elle était mondiale. On la retrouvait autant en Amérique du Nord qu'en Amérique du Sud, qu'en Afrique, qu'en Europe, qu'en Asie et qu'en Océanie, et même au niveau des pôles, en tout cas de l'Antarctique. Donc on a vraiment quelque chose de global. Et cette civilisation globale, elle était basée justement sur sur l'énergie libre. Donc ça, c'est extrêmement important. Beaucoup de bâtiments que l'on appelle, donc qui sont aujourd'hui, qui ont été transformés en lieux de culte, des églises, des synagogues, des mosquées, des temples, étaient à l'origine des lieux où les gens allaient pour littéralement se soigner par les énergies libres et par les ondes de forme. D'ailleurs, ces lieux sont très souvent construits à proximité de l'eau parce que, justement, ils avaient comme but aussi de redynamiser l'eau. Donc, il y avait tout un système de soins qui était basé aussi sur la mémoire de l'eau. Cette société globale, elle était également liée donc à l'utilisation de la musique dont on a déjà parlé pour soigner et aussi pour élever les vibrations. Les orgues notamment que l'on retrouve dans les cathédrales qui depuis malheureusement ont eu leur fréquence modifiée et ont été modifiées, servaient à la base à ce processus, à ce système de soins. Donc, cette société globale était également connectée à des technologies qui permettaient la construction par le plasma, une sorte des technologies à base d'imprimantes 3D, ce qui explique par exemple les œuvres des maîtres comme le David de Michel-Ange et tout ça. En fait, c'est pas de la sculpture sur marbre à proprement parler, c'est littéralement fait par des technologies, des formes d'imprimantes 3D à base de plasma que l'on n'imagine même pas, et qui commencent d'ailleurs à être développées de manière tout à fait mainstream. Ce genre de technologie commence à être développé. Donc il y avait un système de technologie très avancé qui était utilisé pour le soin et pour l'art. Donc les bâtiments étaient construits de telle sorte de recueillir les énergies libres, et ça c'est hyper important à comprendre, et l'énergie était libre et gratuite. Et on retrouve le même type de bâtiment, que ce soit en Amérique du Nord, en Afrique, en Europe, en Amérique latine et en Asie. Donc je parle notamment des pagodes, des temples asiatiques. Il y a aussi des églises en Amérique latine qui sont des églises comparables aux plus grandes cathédrales européennes, ainsi qu'en Amérique du Nord et qu'en Australie. Et ça, à la base, c'était des bâtiments qui étaient utilisés pour recueillir l'énergie libre, ce qui faisait que la population disposait d'une énergie gratuite et quasi illimitée. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre ça, parce que par exemple, les cathédrales en Amérique latine, c'est pas possible que ce soit quelques conquistadors qui les aient construits. C'est pas possible. Il y a tout un savoir-faire et tout. C'est comme la cathédrale de Cologne en Allemagne. Il y a un savoir-faire énorme. Il y a l'utilisation de technologies. Au Liban, il y a les terrasses de Baalbek. Il y a des blocs de 300 ou 400 tonnes. Impossible de les amener. Ces blocs ont été littéralement conçus, fabriqués sur place. Certaines personnes, comme le propriétaire de Coral Castle en Écosse, utilisaient ces techniques pour justement, et jusque dans le XXe siècle, pour construire certaines choses. Par exemple, il y a un château en Floride qui s'appelle Coral Castle,
qui a été construit plus ou moins par un seul homme qui utilisait des énergies libres pour littéralement léviter les pierres et les choses comme ça. Alors, est-ce que cette histoire est vraie ou est-ce que c'est pour cacher une construction tartarienne, en tout cas de cette société globale? C'est très difficile à savoir. Mais donc, il y avait une société qui était structurée autour de l'eau, autour de la mémoire de l'eau, autour des ondes de forme, autour du soin par la musique et autour de l'énergie libre. Même les châteaux, par exemple, comme le château de Versailles, les châteaux de la Loire et tout, quand on regarde leur jardin, c'est absolument fabuleux. C'est construit selon une onde de forme qui permettait aux plantes de pousser. On retrouve d'ailleurs les mêmes constructions en Chine. Par exemple, Louis XIV, selon un chinologue, aurait eu l'inspiration de la construction du château de Versailles par un prêtre donc qui avait ses connaissances de Chine. Donc voilà, ça c'est selon la version officielle. En fait, pour moi, il y avait une société globale et des techniques globales de construction. Donc c'est quelque chose qui va très loin. Et les châteaux, comme le château de Versailles, les châteaux de la Loire, ce n'étaient pas des lieux de pouvoir, c'était des fermes pour faire pousser de la nourriture par les ondes de forme, par l'utilisation d'énergie libre, de courants telluriques et de certaines ondes électromagnétiques. Et à Versailles, au château de Versailles, on peut visiter le potager du roi, qui est encore visitable à l'heure actuelle, en tout cas qui était encore il y a quelques années. Et là, on trouve des légumes, mais fabuleux, qui poussent hors saison et tout. Soi-disant, c'est parce que c'était construit d'une certaine manière, mais pour moi, c'est parce qu'il y a des ondes de forme qui utilisent certaines énergies telluriques, qui utilisent certaines énergies libres pour favoriser la pousse de ces légumes. Donc il faut voir les châteaux tartariens comme non pas des lieux de pouvoir, parce qu'il n'y avait pas un pouvoir tel qu'on le connaît à l'heure actuelle, mais comme des lieux, des fermes justement, pour faire pousser de la nourriture en abondance. Et ça encore, c'est arrivé tard dans l'époque de la société globale, puisqu'avant, il y avait un système de nourriture par le prenat. Ça, c'est encore une autre histoire. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Des rois comme Louis XIV et tout étaient en fait des empereurs de la Tartaria et qui étaient connectés à l'arrivée du prédateur. Ce prédateur qui a modifié génétiquement les humains et mis en place les lignées sataniques qui sont devenus les rois et les empereurs de la Tartaria pour justement nous contrôler par le retrait progressif de toutes ces connaissances, la mise en place de sociétés secrètes et par la mise en place de systèmes de contrôle par la peur, autrement dit les religions, qui sont des versions édulcorées du satanisme, qui est pratiqué encore par ces lignées sataniques qui nous dirigent. Donc ces lignées sataniques tartariennes, ces lignées sataniques tartariennes, justement, c'était les rois et les empereurs de la Tartaria, et elles ont en fait elles ont donné les grandes familles de la finance, les grandes familles de la noblesse asiatique et européenne, qui continuent de nous régenter à l'heure actuelle. Par des systèmes d'enfants illégitimes, ces lignées ont essaimé dans toute la population, ce qui explique donc les lignées sataniques, les réseaux sataniques et les choses comme ça. Mais ça s'est mis en place après l'arrivée du prédateur. Le prédateur qui a modifié génétiquement les humains et les vivants, qui a fait apparaître la prédation entre espèces, qui a aussi été à l'origine du subconscient, du renforcement des pensées intrusives qui sont connectées aux entités sans âme,
et par le biais des pensées intrusives, les entités sans âme ont créé des disputes qui ont dégénéré en conflits, qui ont dégénéré en guerre. Ce prédateur a mis aussi en place le programme du faux sauveur externe, d'où les lignées sataniques qui ont été mises en place par ce prédateur. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre. Ce prédateur avait une forme d'araignée ou de poulpe ou d'hydre, et c'est très bien décrit par justement la mythologie des Indiens Choctaw, et notamment par Jerry Williams qui en parle pas mal. C'est aussi décrit sous une autre forme par les cris qui parlent donc du Vético. C'est aussi décrit par Castaneda. Donc cette notion de prédateur, on la retrouve partout. Et c'est une réalité. Et c'est connecté à des modifications de l'ADN des êtres vivants pour faire apparaître la prédation. Donc ça, c'est extrêmement important pour connaître le contexte. Donc si vous voulez aller plus loin, sur le site librairidubonheur.com, j'ai fait une série de cours sur la Tartaria, où bien évidemment, je vais beaucoup plus loin. D'ailleurs, il ne faudrait pas parler de Tartaria, mais de civilisation globale. Donc dans cette civilisation globale, avant l'arrivée du prédateur, l'espérance de vie était extrêmement grande. La Bible parle de personnes qui vivaient 900 ou 1000 ans, et le passage du temps était différent. Donc je précise aussi, et ça je détaille plus ça dans les cours, que la Tartaria, cette société globale, était un faux âge d'or pour nous faire tomber dans la matrice. Donc ça c'est extrêmement important, pour leurrer à tomber dans la matrice. Et ce faux âge d'or, puisque le temps n'existe pas dans la matrice. Donc la chute de l'humain ne s'est pas faite de manière linéaire, mais pour que l'humain et d'autres espèces consentent à la chute dans la matrice, il faut, disons, mettre en place quelque chose pour leurrer au consentement. Et ce qui est mis en place par les anges déchus et les entités sans âme, c'est des faux âges d'or. Donc, il y a des faux âges d'or un petit peu partout, comme la Tartaria. Mais voilà, ça reste des endroits qui vibrent beaucoup mieux que la timeline actuelle. Donc ça c'est vraiment important à comprendre pour poser le cadre. Dans ce faux âge d'or, dans cette civilisation globale, il y avait aussi des technologies qui se sont mises en place. Donc on a parlé de l'énergie libre, des technologies aussi de soins par la musique, de soins par les ondes de forme, et il y avait aussi une coexistence entre Homo sapiens sapiens, géants, et une race de petite taille. Et cette race de petite taille, que certains appellent les fées, les gnomes et tout, c'était quelque chose qui était extrêmement positif. Et cette race de petite taille, cette humanité parallèle de petite taille, a apporté à l'Homo sapiens sapiens et à la civilisation globale énormément d'éléments. Donc on va détailler par la suite. Comment on sait qu'il y avait la présence donc de cette humanité de petite taille qui coexistait avec les Homo sapiens sapiens? Près de certaines pyramides en Amérique latine, près de certaines constructions en Amérique latine notamment, mais aussi un petit peu partout, il y a des portes de toute petite taille qu'un homme adulte est obligé de ramper pour entrer. Donc on parle d'êtres qui faisaient entre 80 cm et 1,20 m de haut. De même, de nombreux squelettes d'humains de petite taille ont été découverts un petit peu partout dans le monde. Par exemple, il y a la momie Pedro, du reste très 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 intéressante.
Il y a des squelettes de petite taille qui ont été découverts aussi au Canada, aux États-Unis et en Europe. Euh, l'homme de Flores, du reste, découvert en 2004, correspond à des résidus de cette humanité, à des vestiges de cette humanité de petite taille, qui n'a pas disparu, je vais en parler un petit peu plus loin. Il y a les Dropa en Chine, qui sont un peuple d'à peu près 1 mètre à 1 mètre 20 de haut, qui possèdent un savoir gravé sur des disques, et voilà. Donc, il y a énormément de vestiges un petit peu partout. Du reste, même en Europe, sur certaines cathédrales, dans certains châteaux, donc qui datent de l'époque de la Tartaria, il y a des portes extrêmement petites, où si on fait plus d'1 m 50, 1 m 60, on se cogne la tête, et c'est pas parce que les gens étaient plus petits à l'époque, non, c'est parce qu'il y avait une humanité de petite taille qui coexistait parmi nous. Et ça, de toute façon, je détaille énormément ces humanités parallèles qui vivaient parmi nous à l'époque la Tartaria dans la série de cours. Parallèlement à cette humanité de petite taille, il y avait aussi des géants de 5 à 6 mètres de haut, comme le montrent les portes des cathédrales des églises. C'était certainement pas fait pour des humains. C'est pareil pour les géants, de nombreux squelettes ont été découverts et des personnes continuent de voir des géants et des humanités parallèles de petite taille. Ça, c'est extrêmement important à le dire. Alors, ces squelettes d'humanités parallèles de petite taille et de géants de grande taille, tout le monde dit « Ah, des institutions les ont détruites, les sociétés secrètes les ont détruites. » Pas du tout, pas du tout. Ils ont été retirés du public, mais rien n'a été détruit. Vous pensez bien que les tireurs de ficelles, la société parallèle, les sociétés secrètes, les lignées sataniques, c'est abject et tout, mais ils ne sont pas bêtes. Quand il y a des artefacts, ils ne les détruisent pas, ils les gardent. C'est comme les pillages au musée de Bagdad et tout, dans les années 2000, c'était pas fait pour détruire, c'était fait pour mettre sous le boisseau, pour cacher des artefacts issus de la Tartaria. C'est comme l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. L'incendie a peut-être eu lieu, mais les archives, croyez-moi, n'ont pas été brûlées. Elles sont conservées dans des galeries, notamment sous la ville de Rome et tout. Ça, c'est une évidence. Donc, les vestiges de cette société globale, les vestiges aussi de ces humanités parallèles de petite taille et des géants ont été conservés. Et cette humanité parallèle de petite taille, il y a une chercheuse, Suzanne Martinez, qui a fait des recherches sur elle. Et ce qu'elle s'est rendue compte, c'est que dans le monde entier, des peuples, des chamans, mais aussi des historiens, des ethnologues, se sont rendus compte qu'une grande partie du savoir de ces peuples anciens provenait de cette humanité parallèle de petite taille. Par exemple, Suzanne Martinez a montré que les chants des chamans en Amérique latine, en Afrique et en Asie provenaient de ces humanités de petite taille. Quand on demande à des chamans qui soignent par le son, qui soignent par la musique, d'où vient leur technique, ils expliquent très clairement que ça vient d'une humanité parallèle de petite taille. De même, les chamans ont expliqué que même la musique, la belle musique, les chants viennent d'humanités de petite taille. D'ailleurs, dans le folklore celte qui n'est pas du folklore,
euh, les fées, les lutins étaient réputés pour justement chanter et avoir une musique absolument envoûtante, absolument, absolument merveilleuse au-delà de ce monde. Et ça, c'est vraiment important de comprendre. Et tous les peuples dits primitifs ont encore ce savoir ancestral de cette humanité parallèle de petite taille qui a apporté les techniques qui a apporté les techniques de chant essentiellement aux humains. De même, ces humanités parallèles de petite taille ont aussi apporté des techniques de soins. Là, c'est pareil. Les chamans, les medicine men de ces diverses communautés dites primitives, mais qui sont toutes sauf primitives, disent que leur pharmacopée a été apportée par des humains de petite taille, par une humanité de petite taille. Beaucoup de techniques d'art aussi ont été apportées par cette humanité de petite taille. Beaucoup de chamans aussi qui ont une connaissance à propos de la nature de la réalité, qui savent que l'on est dans une réalité holographique, que l'on est dans une réalité que l'on peut qualifier de synthétique, qu'on est dans une simulation. Bien évidemment, ils le disent avec leurs propres mots. Ils expliquent que beaucoup de ces connaissances par rapport à la nature de la réalité venaient d'humanités de petite taille. Et la description de cette humanité de petite taille, ils sont décrits par des peuples très clairs de peau, à peu près 1 mètre de haut, avec des cheveux blonds, quasi blancs, et des yeux très bleus. Et surtout, ils sont décrits comme étant de petite taille. Du reste, en France notamment, il y a cette histoire de Kago qui est tout sauf une histoire, qui parle d'humains de petite taille qui coexistaient avec la population et qui avait un savoir-faire, un très grand savoir-faire dans la gravure et tout, qui avait un esprit extrêmement vif et tout. Les Kagos ont très longtemps coexisté avec l'Homo sapiens sapiens, puis à un moment donné, s'est mise en place une persécution de ces Kagos qui ont progressivement été ostracisés de la société. On retrouve du reste, surtout dans le sud-ouest de la France, des églises Kagos. Et les Kagos qui sont du reste connectés à la région de Rennes-le-Château, qui est connectée à la Tartaria et à la présence de galeries souterraines connectées à une présence non humaine et connectées à la société parallèle. Donc on voit dans de très nombreux textes la présence de cette humanité parallèle de petite taille qui avait un savoir-faire très grand dans les domaines de l'art, dans le domaine du soin, dans le domaine du chant, qui avait un esprit extrêmement vif. Et cette humanité parallèle, elle était extrêmement positive. Ça, c'est hyper important. Les chamans en parlent comme quelque chose d'extrêmement positif. En fait, elle existe encore. Et je vais y revenir après. Les chamans parlent de cette humanité comme quelque chose de très, très, très positif. Même les Kagos, dans les textes les plus anciens, n'étaient pas considérés du tout comme négatifs. Même ces humanités de petite taille avaient des coutumes extrêmement amicales, des coutumes extrêmement civilisées et tout, et beaucoup de... Voilà. Et en tout cas,
en tout cas, elles ont apporté tout ça à cette société globale. Et il y a eu une interaction. Il y a eu vraisemblablement aussi, euh, il y a eu vraisemblablement aussi des hybrides entre Homo sapiens sapiens et cette humanité de petite taille, ce qui explique, par exemple, ce qui explique, euh, par exemple, certains peuples qui ont une petite taille. Donc, notamment des pygmées, des choses comme ça. Sur les îles Andaman et Nicobar, euh, il y a donc un peuple d'ailleurs qui n'a eu quasiment aucun contact avec le monde extérieur et c'est très très bien pour eux parce que s'il y avait un contact avec le monde extérieur, il y aurait une destruction de leur civilisation, de leur savoir-faire et tout. Et les rares interactions avec ce peuple euh, montrent que c'est un peuple de petite taille, 1,40 m à 1,50 m de moyenne. Donc ça montre bien qu'il y a eu des phénomènes d'hybridation et tout, et que cette humanité de petite taille vivait parmi nous. Suzanne Martinez du reste en parle, elle donne énormément d'exemples à l'appui, et cette humanité de petite taille, la description est à peu près la même partout. Plutôt clair de peau, à peu près 90 cm à 1,20 m de haut, les yeux bleus, les cheveux quasiment blancs, et, et surtout très positif. Beaucoup de techniques qui ont été données et tout. Les tisanières, donc dans le midi de la France, sont souvent associées aux fées et tout. En fait, les tisanières, c'était des dames qui soignaient essentiellement par des herbes, qui soignaient aussi par, comme le nom l'indique, des tisanes, qui avaient des techniques de magnétisme et tout. Et pourquoi elles étaient associées au petit peuple? Parce qu'elles étaient probablement formées par cette humanité parallèle de petite taille. Donc, et beaucoup de ces tisanières ont malheureusement été persécutées après la chute de la Tartaria ou par l'Inquisition, parce qu'elles étaient considérées comme des sorcières, alors qu'elles n'étaient pas des sorcières, c'était des personnes qui soignaient par les herbes, qui avaient une connaissance à propos de la nature de la réalité et tout. Les vrais sorciers, c'était ceux qui tiraient les ficelles derrière l'Inquisition, c'était des satanistes. Ceux qui tiraient les ficelles derrière les rois, les empereurs de la Tartaria, après l'arrivée du prédateur, et qui continuent à tirer les ficelles. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant à savoir. Et ce petit peuple a aussi apporté de nombreuses connaissances, même des connaissances par rapport à la nature de la réalité, des connaissances par rapport au temps et tout ça. Les chamans disent très clairement qu'ils ont été formés par ce peuple de petite taille. Donc, ce peuple de petite taille, à l'époque de la Tartaria, avait des pouvoirs psychiques extrêmement développés. Ils étaient notamment capables d'invisibilité, capables aussi de se déplacer par la pensée dans les dimensions, ou en tout cas d'ouvrir des portes dimensionnelles. Et justement, ces pouvoirs psychiques étaient très développés chez cette humanité de petite taille par rapport à l'Homo sapiens sapiens, même si l'Homo sapiens a aussi des pouvoirs psychiques très grands. D'ailleurs, dans le projet Montauk, énormément de personnes ont été enlevées et utilisées parce qu'ils avaient des pouvoirs psychiques pour essentiellement ouvrir des portes dimensionnelles. Et ces humanités parallèles de petite taille savent le faire. Et on peut imaginer
que, après la chute de la Tartaria, beaucoup de ces humanités parallèles ont été persécutées, mais beaucoup ont été aussi gardées parce que la société parallèle garde tout ce dont elle a besoin, ainsi que les lignées sataniques et les entités sans âme, et continue d'être exploitées pour leur pouvoir psychique. Donc, après l'arrivée du prédateur, il y a eu la persécution des géants. Et ça, j'avais fait une enquête donc avec Nagiste il y a quelque temps de ça, qui parlait de cette persécution des géants, qui du reste coexistait parmi les Homo sapiens sapiens à l'époque de la Tartaria. Les géants ont été persécutés. De même, ces humanités parallèles de petite taille ont également été persécutées. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. Par exemple, les cagots, donc en France, étaient mis au banc de la société. Et progressivement, ils se sont éteints. Et du reste, à mon sens, ils ne sont pas éteints. Et il y a eu des reportages même sur les derniers cagots dans les années 60, dans des grandes revues. Et on peut les retrouver sur Internet. Des reportages très, très malsains. Et voilà. Mais il y avait des reportages. Donc ces cagots, littéralement, ont été persécutés, mis au banc de la société. Les rares qui sont restés dans la société se sont progressivement mêlés avec le reste, avec l'homo sapiens sapiens. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Donc, quand la société, quand la civilisation globale est tombée, ce n'est pas parce qu'il y a eu un cataclysme, c'est parce que cette période était un faux âge d'or. Donc, comme c'était un faux âge d'or, les entités sans âme et les anges déchus qui ont mis au point cette matrice avaient décidé d'y mettre un terme. C'est un programme qui se joue en fait, où tout est simultané. Donc en ce moment, on n'est pas dans le futur par rapport à la timeline Tartaria. C'est simultané. La timeline Tartaria, la timeline faux âge d'or, elle existe encore. Donc la timeline a été remplacée par une autre timeline qui est notre réalité. Mais pour que ce remplacement se fasse, il faut d'abord modifier l'ancienne timeline, d'où l'arrivée du prédateur, d'où l'arrivée du prédateur, d'où la mise en place des sociétés secrètes, d'où la mise sous le boisseau progressive des technologies de la Tartaria et tout, d'où aussi la mise en place du subconscient, parce que les entités sans âme devaient créer les conditions nécessaires, le canevas de réalité nécessaire pour projeter la phase suivante de leur programme. Et la phase suivante de leur programme, c'est notre timeline actuelle. Parce qu'on est des êtres créateurs, on crée les canevas de réalité, et ensuite les entités sans âme projettent le programme des anges déchus, pour faire extrêmement simple. Donc, l'arrivée du prédateur, les pensées intrusives connectées aux entités sans âme, la mise en place des guerres et tout ça, c'était fait pour que l'on crée un canevas de réalité de basse vibration pour que la timeline Tartaria puisse être modifiée, puisse être manipulée. Donc ça, c'est très important à comprendre. Les lignées sataniques, particulièrement la face ésotérique de ces lignées sataniques, donc les lignées cachées, étaient au courant et se sont réfugiées dans des galeries souterraines, probablement aussi dans des régions au-delà du pôle, voire même dans d'autres dimensions. Et ces lignées sataniques, la face ésotérique de ces lignées sataniques, elles tirent les ficelles encore aujourd'hui. Pour le compte des entités sans âme, enfin c'est l'interface entre les entités sans âme et la société humaine,
Et au-dessus des entités sans âme, il y a ce qu'on peut appeler les anges déchus. Donc, ces lignées sataniques, elles tirent encore la face ésotérique de ces lignées sataniques. C'est l'interface entre les entités sans âme et les humains, pour faire simple. Les lignées sataniques que l'on connaît, je ne les nommerai pas ici, mais il y a une famille très célèbre en Angleterre qui est très souvent dans la presse People. Donc c'est Charlie et Camilla, pour faire simple. Cette famille très célèbre, elle fait partie de ces lignées sataniques, mais c'est la face exotérique des lignées sataniques. La face ésotérique, ce sont eux qui ont le vrai pouvoir. La face exotérique, c'est pour la consommation publique, tout simplement. C'est la vitrine. Mais le vrai pouvoir, c'est la face ésotérique de ces lignées sataniques qui tirent les ficelles derrière la société, qui sont associées à la société parallèle et qui collaborent avec les entités sans âme et la face ésotérique des sociétés secrètes dans des bases souterraines. Donc ces lignées sataniques étaient au courant, et quand il y a eu le reset à l'époque de la Tartaria, qui est une modification totale de la timeline, avant la mise en place de ce reset, donc il y a eu la persécution des géants et du petit peuple, mais certains géants en ont réchappé, de même que le petit peuple en a échappé aux persécutions. Et quand il y a eu le reset, la mise en place de la société actuelle, la mise en place de la timeline actuelle, l'histoire a été reprogrammée. De même, les personnes, donc les Tartariens, si vous voulez, quand le reset s'est passé, ils faisaient une activité, en quelques secondes, ils se sont retrouvés dans une autre vie, sans même s'en rendre compte. Pour eux, c'était la continuité parce que leur subconscient a été reprogrammé. C'est une modification totale. Même le passage du temps a été modifié et beaucoup de choses comme ça ont été modifiées. Donc le reset, et c'est pour ça qu'il y a peu d'archives sur la Tartaria, parce que les archives ont été reprogrammées. Comme cette réalité fonctionne comme un jeu vidéo, les entités sans âme ont reprogrammé en fait les archives qui sont devenues autre chose. Pour le consentement, certaines archives ont été gardées parce qu'il y a des allusions à cette civilisation globale dans certains livres et tout, mais c'est extrêmement rare et c'est pour le consentement. Des monuments tartariens ont été gardés aussi pour le consentement et ont ensuite été détruits par des guerres qui ont été mises en place pour détruire ces monuments de la Tartaria. Notamment la guerre d'indépendance américaine, la guerre, les guerres napoléoniennes, la première, la seconde guerre mondiale, etc. Et ça continue encore. Il y a une envie, non pas de détruire, il y a une envie de détruire certains artefacts tartariens pour que les gens ne les voient pas, mais de mettre, encore une fois, l'essentiel sous le boisseau, parce que l'essentiel n'est jamais détruit. C'est ce qui s'est passé en Irak avec le pillage du musée de Bagdad et tout ça. Voilà, ça c'est très important. Les artefacts pillés ont été gardés, mais la guerre, c'est la mise. Les guerres, beaucoup de guerres sont faites pour mettre sous le boisseau ces artefacts tartariens. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail ici, mais c'est hyper important à comprendre. Même des persécutions de peuples ont été mises en place après le reset parce que ces peuples, d'une manière ou d'une autre, avaient été moins atteints par le reset et avaient gardé une tradition orale de la Tartaria. Donc ça, c'est hyper important. Quand la timeline Tartaria a été modifiée par notre timeline, et ça s'est passé entre la fin du 18e et la fin
du 19e siècle, pour moi autour des années 1850. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, il y a eu un pic de phénomènes paranormaux, un pic d'apparitions religieuses, un pic d'apparitions d'entités sans âme, comme si une porte s'était ouverte, et tout ça, ça correspond à la mise en place d'une nouvelle timeline. Les portes dimensionnelles s'ouvrent quand une nouvelle timeline est mise en place. De même, le pic des apparitions religieuses est lié à un endoctrinement des masses pour renforcer les religions qui ont été mises en place dès l'époque de la Tartaria. Et ces apparitions religieuses, c'est des entités sans âme, des djinns qui se font passer pour des êtres de lumière. Donc elles sont authentiques, mais les êtres derrière ne sont pas des personnages religieux. Ce sont des djinns qui se font passer pour des personnages religieux. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Donc le reset, ça a été une reprogrammation totale de l'histoire. Ceux qui se rappelaient de la timeline d'avant ont été internés et tués. D'où les asiles de fous énormes que l'on retrouve dans les livres, dans les romans du 19e siècle. Regardez Dickens, regardez les romans de Zola. Et quand on va en Angleterre, il y a des asiles de fous donc du 19e siècle qui étaient construits mais dans des châteaux. En fait, c'était des bâtiments tartariens qui ont été transformés en asiles de fous. Et dans ces asiles de fous, les personnes qui se rappelaient de l'époque la Tartaria étaient littéralement reprogrammées pour ne plus s'en rappeler. Et si la reprogrammation ratait, ces personnes étaient tuées ou gardées à vie dans ces institutions. Donc c'est quelque chose d'assez terrible qui a eu lieu au 19e siècle, et ça correspond vraiment à ce reset, cette reprogrammation de la réalité. Donc parfois, la timeline Tartaria est encore visible, puisque la mémoire de cette timeline est là. Comme quand sur un disque dur d'ordinateur, on efface quelque chose, il y a toujours la mémoire du quelque chose qu'on a effacé. C'est exactement pareil pour la Tartaria. Ça a été effacé de cette timeline, mais la mémoire de la Tartaria, même la timeline Tartaria, est encore présente. Et elle est accessible par justement le programme spatial secret qui voyage non seulement dans le temps, mais aussi dans les timelines. D'ailleurs, il y a une infiltration de la Tartaria par le programme spatial secret, ça paraît fou, mais c'est connecté à ça. Et parfois, des personnes vont se retrouver de manière fortuite dans la timeline Tartaria. C'est le cas au niveau de lieux telluriques. Par exemple, le mystère de Rennes-le-Château, c'est ça. C'est un lieu qui est connecté à la Tartaria et où la timeline Tartaria est très proche de notre timeline et où des glitches peuvent se produire. Donc c'est pour ça que le mythe de la Bessonnière a été créé, tout pour cacher le lien entre Rennes-le-Château et la société parallèle qui est présente sous terre, ainsi que la présence non humaine dans des galeries souterraines, mais aussi le lien entre Rennes-le-Château et la Tartaria. Donc ça, c'est vraiment très important à comprendre. À Théopolis, donc, qui est situé près de Sisteron, quand on va sur le lieu du vortex, à part la chapelle du Dromont, il n'y a rien, mais des tableaux dans les églises environnantes, notamment l'église du Poète, montrent qu'au niveau du vortex du Dromont, il y a la présence d'une grande cité. Donc, de même, les archives de Sisteron parlent d'une cité. Et pour moi, cette cité est à la fois présente et absente. Cette cité est présente quand la timeline Tartaria, qui est toujours présente, se rapproche de la nôtre dans ces régions telluriques. Ça arrive souvent, il y a des glitches dans la matrice, et des personnes ont tout simplement vu cette cité, littéralement. D'ailleurs, il y a une pierre qui s'appelle la pierre écrite, sur la route qui s'appelle, et c'est pas anodin, la route du temps qui mène vers la chapelle du Dromont,
qui parle de la cité de Théopolis, cité des dieux. Donc ça veut tout dire, ça veut dire cité très avancée, technologie très avancée et tout. Et je suis persuadé que des personnes, des randonneurs ont pu avoir un aperçu de cette cité. Donc si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc mon adresse mail est dans les liens justement au début de ce podcast. Voilà. Tout témoignage à propos de glissement de temps, d'expérience connectée au programme spatial secret, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc ça, voilà. Donc pourquoi je parlais de ça? Parce que justement, le petit peuple et les géants, donc ce qu'on peut appeler les fées et les lutins, qui étaient persécutés à la fin de la Tartaria, comme ils avaient des pouvoirs psychiques très développés, certains ont réussi à fuir les persécutions. Ils se sont réfugiés dans des galeries souterraines et ont réussi à se protéger du reset, à protéger leur mémoire du reset. Et il y a une survivance de ce petit peuple à l'heure actuelle. Par exemple, il y a une américaine, Robin Moonshadow, une canadienne, pardon, qui a recueilli des artefacts, notamment des traces de pas, des lances, et qui a eu aussi plusieurs expériences avec cette humanité parallèle de petite taille. Et selon Robin Moonshadow, cette humanité parallèle de petite taille, elle est bien physique, elle a des pouvoirs psychiques extrêmement développés, elle connaît la nature de la réalité, et beaucoup de gens l'aperçoivent encore. Et c'est une humanité parallèle de petite taille qui est extrêmement intelligente et qui nous craint et qui nous fuit. Parce que cette humanité parallèle, vu ce qui s'est passé à la fin de la Tartaria et vu comment tourne la société, elle nous craint. Et parfois, il y a des personnes qui rencontrent cette humanité parallèle et qui disparaissent. Ce n'est pas par méchanceté, c'est parce que cette humanité parallèle nous craint. Mais les cas de disparition connectés à ces humanités parallèles sont plutôt rares par rapport aux disparitions connectées aux entités sans âme. Et c'est pas par méchanceté, c'est parce que ces humanités parallèles nous craignent. À Hawaï, il y a aussi les Ménéunes, donc qui sont vus par les locaux, qui font partie du reste de la vie pour les locaux. Les Ménéunes ou peuple lune, c'est un peuple d'apparence humaine, de petite taille. C'est un peuple, une humanité de petite taille, extrêmement évoluée, qui a énormément de connaissances en matière de pouvoir psychique, qui connaissent la nature et tout. Et les Ménéunes, ils craignent les Homo sapiens sapiens. D'ailleurs, quand les Ménéunes passent, les coutumes hawaïennes disent qu'il faut se mettre la tête en bas, s'allonger la tête en bas pour montrer qu'on ne leur veut pas de mal. Et ça se passe bien. Mais ces peuples nous craignent et ils ont une connaissance par rapport à la nature de la réalité, par rapport au temps et tout. Et ces Ménéunes ont été persécutés et continuent d'être persécutés. Les événements 2023 à Hawaï connectés à des armes à énergie dirigée, pour moi, c'est directement connecté à la persécution de ces Ménéunes, littéralement, puisque c'est des êtres physiques comme nous, et des êtres, mais qui ont des pouvoirs psychiques très développés. Je suis persuadé aussi que le CMI et la société parallèle enlèvent ces êtres, cette humanité parallèle très avancée pour les utiliser littéralement. Je pense que qu'il y a aussi des humains de cette humanité parallèle qui sont enlevés et utilisés par des programmes comme le programme Montauk et des choses comme ça. Et du reste, la thématique d'enlèvement d'humains et d'enlèvement d'êtres d'autres dimensions et d'humanité parallèle, on la retrouve dans les témoignages des survivants des programmes spatiaux secrets. Donc au même titre que les humains
qui sont enlevées par les PSS, pour les PSS, par la société parallèle, ces humanités de petite taille sont également enlevées. Donc il y a un groupe de chercheurs anglais qui ont fait une série de livres qui s'appelle The Fairy Survey, donc littéralement le recensement des apparitions de fées, et qui relate des centaines d'apparitions de cette humanité parallèle de petite taille entre le début du XXe siècle et notre époque. Et ça continue. Simplement, c'est mis sous le boisseau. Donc, pourquoi ces humanités parallèles, elles apparaissent en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Afrique, en Indonésie, et partout en Indonésie, il y a du reste un de ces humains issus d'humanités parallèles qui court à proximité d'une moto et tout. Voilà, on voit cette humanité parallèle un petit peu partout. Elle apparaît un petit peu partout. Mais elle n'apparaît en général que quand elle veut apparaître. Sinon, elle dispose de pouvoirs psychiques et elle se cache dans les galeries souterraines et elle est capable de voyager dans d'autres dimensions. Mais cette humanité parallèle est physique, elle a une connaissance spirituelle et une connaissance sur la nature de la réalité, mais elle n'est pas forcément technologiquement avancée. Mais spirituellement, cette humanité parallèle est très avancée. Du reste, quand j'ai fait une enquête avec Stéphanie sur les bretous, elle a parlé d'un type de bretou qui était extrêmement avancé et extrêmement positif, et pour moi, c'est très clairement connecté à ces humanités parallèles qui vivaient parmi nous à l'époque de la Tartaria. Donc les apparitions continuent, les preuves sont là, et cette humanité parallèle continue de coexister parmi nous. Et les gens vont dire, oui, mais dans des petits pays comme la France ou l'Angleterre ou la Belgique, les gens les verraient plus souvent, elles ne pourraient pas se cacher. Eh bien si, figurez-vous que dans les Hautes-Alpes, il y a une population de plusieurs centaines de loups. Il y a très très peu de personnes qui les voient, parce que le loup est intelligent et se cache, à juste titre du reste. Et ces êtres sont beaucoup plus intelligents que nous, disposent de pouvoirs psychiques et peuvent ouvrir des portes dimensionnelles. Donc c'est facile pour eux, et heureusement, de se cacher. Mais il y a le témoignage aussi de Marion, une jeune fille qui, dans les années 90, a vu, quand elle était en colonie de vacances, un de ces êtres de petite taille. Là aussi, tout a été mis sous le boisseau, la gendarmerie est intervenue, le lieu a été passé au peigne fin avec un hélicoptère, et tous les témoignages, ils sont hyper nombreux. À Vintimille, en 1996, un chauffeur de camion a vu toute une famille de ces êtres de petite taille traverser la route et tout. Donc, ces êtres de petite taille sont encore là. Après, quand il y a des apparitions d'êtres de petite taille, ce ne sont pas toutes cette humanité parallèle plutôt bienveillante, mais qui nous craint. Il y a aussi des entités sans âme et des djinns qui se font passer pour cette humanité parallèle. Mais dans ce cas-là, l'entité va se fixer à la personne qui les a vus, et il y a des phénomènes de type syndrome du contacté. Quand c'est une humanité parallèle, s'il n'y a pas de conflit, où la personne ressort effrayée ou émerveillée, mais ça s'arrête là, c'est ça la différence. Il n'y a pas d'effet secondaire. Et c'est exactement pareil pour les géants. Il y a des cas d'apparition de géants. Donc par exemple, au Canada, il y a eu un géant qui est apparu. Du reste, la personne qui a signalé cette apparition de géant a disparu. Au Brésil, il y a des touristes qui ont filmé l'apparition d'un géant. En Israël, Barry Shamish, un ufologue israélien de qualité aujourd'hui décédé, parlait d'apparitions nombreuses de géants dans certaines régions d'Israël. Donc, les géants, c'est pareil. C'est quelque chose qui existe encore, c'est quelque chose qui est connecté à la Tartaria, et il y a encore des géants parmi nous.
simplement, ils savent se cacher. Il y a aussi des néphilim qui sont parmi nous, qui sont issus d'expériences d'hybridation entre anges déchus et humains, et eux ne sont pas du tout positifs et sont derrière un certain nombre de disparitions. Il y a par exemple le cas, donc au début du XXe siècle, d'une jeune femme qui va à Malte visiter l'hypogénome, et dans cet hypogénome, qui est un espèce de funérarium, il y avait du reste des squelettes, et il y a encore des squelettes de très petite taille. Mais il y a aussi des squelettes de grande taille qui sont dans cet hypogénome qui peut se visiter à Malte, non loin de la Valette. Donc cette personne va visiter l'hypogénome et elle est surprise par déjà la taille des squelettes. Donc on est au début du XXe siècle. Il y a des squelettes absolument énormes, même des os absolument énormes. Et c'est une dame très aventurière qui décide un peu de visiter ce réseau de galeries souterraines, parce qu'il y a énormément de galeries souterraines sous Malte. Et elle fait appel à un guide. Et elle est avec un groupe de personnes et tout ça, et le guide lui fait visiter, et à un moment donné, elle veut visiter une galerie. Et le guide lui dit, moi je n'irai pas, il vous arrivera malheur si vous y allez. Mais elle dit, si, on va y aller. Et elle, donc vraiment une femme remarquable, du reste, il y a tout un article sur cette femme, toute une visio sur cette femme sur la chaîne YouTube de David Paulides. Cette femme décide de visiter la galerie et elle y va donc avec ses amis et donc elle mène la route et à un moment donné elle arrive à une espèce de cul-de-sac. Donc le cul-de-sac, il y a un mur et ensuite il y a du vide. Donc avec sa lampe, elle regarde et là, elle voit une scène d'horreur. En face, donc, il y a une espèce de ravin souterrain. En face, elle voit des géants de 5 à 6 mètres de haut. Je dis bien 5 à 6 mètres de haut, qui sont tous synchro et qui lèvent leurs bras en direction de cette dame. Donc elle croit halluciner, elle regarde. Mais les géants sont encore là et ils ont une tête extrêmement hostile et une tête allongée, difforme, un petit peu comme certains crânes difformes. Donc là, elle ne dit rien à ses amis, elle dit il faut partir. Donc tout le monde part et ensuite elle parle de tout ça. Il y a même eu des reportages dans des magazines comme le National Geographic et tout. Quelques jours ou quelques semaines plus tard, une institutrice amène ses élèves visiter l'hypogénome et les élèves disparaissent et l'institutrice disparaissent définitivement. Cette affaire a été mise sous le boisseau, mais c'est une réalité qui a été rapportée par des magazines comme le National Geographic et tout. Et les locaux disaient qu'ils voyaient des créatures de type saurien et des créatures de type géant. Donc ces géants sont encore parmi nous. Mais cette dame, elle ne voyait pas des géants plutôt sympathiques de la Tartaria. Pour moi, ce qu'elle voyait, c'était des géants de type Néphilim, comme le géant de Kandahar, dont on a déjà parlé. Donc, on voit bien que un des éléments essentiels quand on étudie la société globale, c'est la présence du petit peuple et la présence de géants. Ça, c'est quelque chose de fondamental à comprendre. Et on comprend aussi que le petit peuple en particulier a apporté énormément de connaissances à l'Homo sapiens sapiens, que ce soit donc des connaissances par rapport à l'art, à la musique, par rapport aux soins, des connaissances aussi spirituelles sur la nature de la réalité. Énormément de choses ont été apportées. Le petit peuple et les géants de la Tartaria étaient globalement positifs. Ils ont été persécutés après l'arrivée du prédateur et certains ont réussi à s'enfuir et se cacher de nous et continuent d'être vus. Certaines entités sans âme peuvent imiter
le petit peuple, ce qui explique que beaucoup de témoins de faits n'ont pas vu le petit peuple, beaucoup l'ont vu, mais beaucoup l'ont pas vu, mais des entités sans âme qui se font passer pour le petit peuple. De même, il y a des apparitions de géants, mais aussi des apparitions de néphilim. Les apparitions de néphilim qui sont liées à des hybridations entre humains et anges déchus incarnés dans la matière, et qui sont aussi issues d'expérimentations génétiques menées par la face ésotérique des sociétés secrètes tartariennes et le complexe militaro-industriel à notre époque. Donc on voit bien que cette thématique des humanités parallèles est extrêmement complexe et hyper intéressante, et c'est un thème que l'on va bien sûr continuer d'étudier. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau podcast YouTube.